Excellent. On va passer maintenant à la présentation du deuxième bloc. Je pense que on a deux présentations qu'on va faire. Ah, vous êtes ensemble, vous deux? Non. OK. Un après l'autre. OK, on y va avec le traitement des eaux de ça. Alors, bonne présentation. On va traiter ça. Bon matin tout le monde. Alors, Annie m'a introduit tantôt. Mon nom, c'est Dominique Grenier. Je travaille pour Tetra Tech depuis 20 ans et je suis dans le domaine des matières résiduelles. Et j'ai aussi une spécialité en traitement des eaux et j'ai fait plusieurs projets là, de traitement des eaux de lixiviation. Alors, l'objectif du bloc 2, là, c'est de vous présenter ce qu'on va faire, ce qui est prévu de faire chez Valoris avec les eaux qu'on va collecter en fond de cellule, en fonction de ce qui existe en ce moment, puis la mise à niveau qu'on va devoir faire. Fait qu'on va commencer par un bref aperçu, là, un petit cours 101, c'est quoi ça des eaux de lixiviation? Fait que, principalement, les eaux de lixiviation, c'est les eaux qui entrent en contact avec les matières résiduelles à l'intérieur de la cellule d'enfouissement, la cellule qu'Annie a présentée, les cellules qu'Annie a présentées tantôt. Ça provient d'où? Alors, vous avez, quand on a une cellule qui est active, on y enfouit des matières résiduelles. Il y a les compacteurs, les camions, puis là, il y a de l'eau, il y a la pluie, la fonte de neige. Puis cette eau-là va percoler à travers les matières résiduelles. C'est un peu comme une poche de thé. Fait que c'est un peu l'analogie qu'on fait, là. Donc, l'eau va percoler à travers les matières résiduelles. On va la récolter en fond de cellule et puis on va l'amener au système de traitement. Cette eau-là est surtout chargée en matière organique. Fait que c'est du carbone, de l'azote. Anciennement, parce que j'ai vu ça beaucoup, on a fait beaucoup de revues littéraires là, sur la qualité, on dit la qualité, mais je voudrais dire la composition du lixivia qui sort des cellules. Puis, on a souvent entendu que ça contenait beaucoup de métaux. Moi, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que ce n'est plus le cas. Parce qu'il y a beaucoup de... Tous les métaux sont détournés des sites d'enfouissement. La plupart des métaux sont détournés des sites d'enfouissement. Alors, ce qu'on observe, la composition du lixivia maintenant, dans les sites au Québec et partout, même au Canada, c'est qu'on va avoir beaucoup de matières organiques, mais très peu de métaux. Il n'y a pas nécessairement de traitement spécifique à faire sur les métaux. Comme je disais tantôt, donc, le lixivia est collecté en fond de cellule et on essaie tout est conçu de manière à ce que le lixivia ne monte pas dans la masse de déchets, qu'il reste dans la partie drainante en fond de cellule, puis on essaie de le sortir le plus rapidement possible pour pas qu'il baigne dans les déchets puis qu'il se charge de matière organique. Évidemment, ces eaux-là nécessitent un traitement adéquat. Il y a des normes à respecter avant que ces eaux-là soient rejetées dans le milieu récepteur. Quels sont les besoins en traitement chez Valoris? Alors, quand on a fait l'étude, puis la conception préliminaire du système, premièrement, il y a un système, je vais vous le montrer ici à gauche sur le plan. Vous avez le LET existant. Donc, le LET existant, c'est un lieu d'enfouissement technique qui est confiné, qui collecte les eaux de lixiviation dans le fond des cellules. Et toutes ces eaux-là générées sont envoyées dans le système de traitement actuel que vous voyez ici en bas. Je vais le détailler un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, on a besoin de continuer à traiter ces eaux-là, même après, une fois qu'il va avoir été recouvert de façon imperméable, parce que les matières résiduelles se gorgent d'eau, puis ça prend plusieurs années avant qu'elles se libèrent de leur eau. Fait qu'il y a toujours un peu de lixivia qui est produit par les cellules qui vont être fermées. Il y a aussi des eaux de lixiviation qui vont être générées par l'agrandissement. On va expliquer comment est-ce qu'on a calculé la production possible, la prévision de la production du lixivia du futur LET. Et on va aussi inclure les eaux du LES, parce que les eaux du lieu d'enfouissement sanitaire de l'ancien site sont actuellement traitées par le système à droite que vous voyez ici. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les eaux de l'ensemble de ces trois sources-là de génération de lixivia, puis on va les amener au système de traitement. Donc ça, on peut passer, là, je vous l'ai expliqué.
Bon, comment est-ce qu'on calcule la production du Lixivia? Alors, ce qu'on fait dans une première étape, c'est qu'on a déterminé, il existe des logiciels pour essayer de simuler la quantité d'eau qui va être récoltée à travers une masse de déchets. Il y a aussi, on a des données, au fil du temps, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on récolte des données sur d'autres lieux d'enfouissement technique au Québec, au Canada, aux États-Unis aussi. Et puis, on détermine dans un premier temps la quantité d'eau qui va être récoltée au fond de la cellule, dépendamment qu'il va y avoir des déchets dedans, qu'il va y avoir beaucoup de déchets ou que la cellule va être fermée. Alors, je m'explique. Quand on ouvre une cellule, vous imaginez, la cellule est toute neuve, elle vient d'être construite, on a de la pierre drainante, on commence à y mettre des déchets. Par mesure de sécurité, nous, on dit, bon, ben, on considère qu'on va récolter 100% des précipitations. Okay? Quand la cellule, un petit peu plus tard dans le temps, a atteint 3 mètres, plus de 3 mètres de déchets, les déchets vont absorber l'eau en partie, mais vont en relarguer aussi, puis vont laisser passer de l'eau aussi. Fait qu'à ce moment-là, pour des cellules actives, des cellules qui sont ouvertes, on va considérer qu'on va capter 70% des précipitations. Ensuite, une fois que la cellule est fermée avec les géomembranes, on va considérer qu'on va récolter 5% des précipitations, mais en fait, c'est un taux qui est très conservateur et c'est un taux pour tenir compte de l'eau qui est restée dans les déchets puis qui continue de s'égoutter, même s'il n'y a plus vraiment d'eau qui rentre dans la masse de déchets une fois que la cellule est fermée. Donc, la production de Lixivia, dans un premier temps, considère ces éléments-là. Et puis, il faut savoir qu'il y a un plan, on établit un plan de séquençage. Fait que, bien sûr, on essaie d'optimiser la portion ouverte aux précipitations puis les portions fermées. Donc, au fur et à mesure de l'avancement de l'enfouissement, dès qu'on peut caper, on dit caper, là, mais fermer une cellule, mais on vient le faire pour, de un, contrôler les biogaz, puis de deux, contrôler aussi la génération du Lixivia, puis la limiter au minimum. Donc, l'autre... OK, donc, dans une deuxième étape, pour calculer la production de Lixivia qu'on va générer dans le temps, on va analyser les données statistiques des précipitations. Alors, on a utilisé les stations météo de Sawyerville Nord et de Sherbrooke. On a regardé les moyennes de 1965 à 2018. Et puis, ce qu'on a fait dans les dernières années, parce que vous voyez, vous l'avez observé dans votre quotidien, on parle souvent de changement climatique. Ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas vraiment plus d'eau en moyenne par année. Mais l'eau est distribuée de manière différente à travers les mois. On se ramasse maintenant avec la pluie en janvier. On a des orages très, très forts, des fois l'été, où on se ramasse avec 50, 100 mm d'eau à l'intérieur de 24 heures. Donc, il faut maintenant tenir compte de ça parce que ça a un impact important dans la gestion du Lixivia, puis dans comment est-ce qu'on va gérer Lixivia et le traiter. Fait que ça, on en tient compte. Alors, pour vous donner un exemple, la valeur moyenne annuelle, donc dans une année, le site de Valoris pourrait recevoir 1139 mm de pluie. Ça, c'est basé sur les statistiques de 1965 à 2018. Ce qu'on a fait, nous, dans les calculs, pour déterminer la génération du Lixivia, on a pris 80% des événements de 1965 à 2018, plus un facteur de sécurité. Fait qu'on s'est dit, on ne va pas y aller avec la moyenne. On ne peut plus travailler avec les moyennes, ce n'est pas assez sécuritaire. Alors, on a ajouté ça. Et la valeur de conception retenue pour la partie précipitation, c'est environ 1450 mm par année. Fait que l'année, juste pour une indication, là, mais l'année extrême s'est passée en 1969 dans la région et il y avait eu 1700 mm de pluie cette année-là. Fait que c'est juste pour que vous voyez un comparable. Fait que là, on est à 1500. Donc, dans la production des eaux de Lixivia, comme je vous ai dit, on tient compte de l'avancement de l'enfouissement dans les cellules, on tient compte du plan de séquençage, il y a combien de cellules fermées, combien de cellules ouvertes, puis
Puis, on tient compte de l'analyse statistique des précipitations. Donc, on a déterminé un volume d'eau qui serait généré par le LET existant une fois fermé, parce qu'on considère qu'il va être fermé quand on va commencer à exploiter l'agrandissement. Donc, ça, c'est la valeur A, autour de 6000 m3. Ensuite, on a déterminé le volume maximum de génération du lixivia par le futur LET, par l'agrandissement, en fonction des cellules qui vont être ouvertes et fermées. Ça va être quoi la pire, dans le fond, la pire année? Et l'année où on va avoir le plus de lixivia, c'est le chiffre B. Donc, on parle d'à peu près 85 000 m3 par année. Puis ça, je pense que c'est autour de 2039. Ensuite, on va tenir compte aussi de la quantité d'eau qui va être générée par le LES. Et puis, ce sont des données qu'on connaît déjà. Ce sont des données d'exploitation qu'on a depuis plusieurs années qui nous ont été transmises par Valoris. Fait que c'est autour de 23 000 m3. Et il ne faut pas oublier l'eau qui tombe sur les bassins. Fait que je vous explique, c'est que quand on fait la conception d'un système de traitement d'eau municipal, dans les réseaux, on permet une surverse. Fait que s'il arrive un orage, il peut y avoir une surverse, puis on ne sera pas obligé de traiter toute l'eau qui a été générée par l'orage. Quand on fait la conception des systèmes de traitement d'eau de lixiviation, on ne peut pas faire ça. Il n'y a pas de surverse. Alors, toute la pluie qui tombe, il faut la prendre, puis il faut être capable de la traiter. Donc, il faut tenir compte des eaux aussi de précipitation sur les bassins, parce que ce n'est pas négligeable, OK? Quand on fait des systèmes de traitement pour des eaux usées municipales, on n'a pas besoin de tenir compte de ça, mais dans le calcul de génération des eaux de lixiviation, c'est un élément très important. Vous voyez, c'est quand même 17 000 m3, c'est quand même pas rien. Fait que, au total, pour l'année maximum, on additionne A, B, C, D et on obtient environ un volume annuel. On s'attend de recevoir ou de devoir traiter un volume annuel de 131 500 m3. Bien sûr, ça inclut le LET existant, l'agrandissement, le LES existant et les eaux de précipitation sur les bassins. OK. Je vais vous faire juste une petite revue. Je vais essayer de vulgariser ça le plus possible. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, je vous dis que les eaux de lixiviation sont chargées en matière organique. C'est quoi ça, la matière organique? Fait que principalement, c'est du carbone puis de l'azote. Comment on mesure le carbone? On va le mesurer avec on appelle ça dans le jargon du traitement des eaux, la DBO5. C'est la demande biochimique en oxygène sur 5 jours. Fait que c'est une mesure de la quantité de la matière organique qui est biodégradable, qui est contenue dans l'eau. Fait que ça, c'est un paramètre qu'on analyse. Puis vous allez voir plus tard, il est normé aussi, ce paramètre-là, dans le règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles. On mesure aussi la DCO. La DCO, c'est semblable à la DBO5, mais on ajoute aussi la partie organique. Fait que on mesure les substances organiques dans l'eau, puis les substances minérales. Fait qu'il y a souvent des ratios qui sont établis entre la DBO5 et la DCO. C'est juste que quand les techniciens font les essais sur l'eau, la DCO, on peut le faire instantané. La DBO5, il faut envoyer ça dans un laboratoire, ça prend 5 jours, etc. Donc, ça peut aider à l'exploitation. L'azote ammoniacal. Ça, c'est notre grand ami ici, là, dans les eaux de lixiviation. Comparativement aux eaux usées municipales, dans les eaux de lixiviation, c'est ce qu'on va retrouver en plus grande quantité. On retrouve l'azote du NH4, qui est l'azote ammoniacal, c'est la mesure de la quantité d'ammoniac dans l'eau. Et le NH4, on doit l'enlever de l'eau parce que ça pourrait être toxique pour la vie aquatique dans les cours d'eau qui vont recevoir l'eau traitée. Donc, c'est un élément qui est très important. Puis vous allez voir, je vais vous expliquer, il y a des systèmes très efficaces pour pouvoir enlever l'azote ammoniacal. Et aussi, quand on dit les MES, ce sont les matières en suspension. Donc, toutes les matières particulières qui vont se retrouver dans l'eau, en suspension, qui vont augmenter souvent la turbidité de l'eau aussi. Paramètre de conception du lixivia à traiter. Donc, l'eau de lixivia qui sort du LES, du LET, de l'agrandissement, ça va ressembler à quoi? Fait que, donc, on a estimé les concentrations
qu'on anticipe, en fonction des données d'exploitation qu'on a déjà du LET existant, en fonction aussi de d'autres LET similaires. Comme je vous dis, ça fait plusieurs années qu'on en fait, on a accumulé beaucoup de données. Ça dépend aussi, juste pour votre information, ça dépend aussi de la localisation géographique. Au Québec, on reçoit en moyenne 1200, je vous parle en général, au Québec, dans la province, 1200 mm d'eau par année. On se déplace en Saskatchewan, au nord de la Saskatchewan, ils reçoivent 400 mm d'eau par année. Alors, le Lixivia, il n'est pas pareil. Il va être plus concentré. Il va avoir moins de quantité, mais plus concentré. Fait qu'ici, il faut tenir compte aussi du climat. Aussi, les valeurs que vous voyez dans le tableau, je vais vous les expliquer après, mais ça provient d'un mélange du LET, de la qualité des eaux qui sortent du LET existant, du LET futur et aussi du LES, parce que les eaux du LES sont un peu moins chargées. Donc, on tient tout compte de ça, puis on fait une pondération, puis on a déterminé des concentrations que vous voyez là. Fait que ces concentrations-là, c'est vraiment la charge organique qu'on va devoir traiter. Ce sont les eaux brutes à traiter. Par comparaison avec les eaux usées municipales, la grande différence, je vous dirais que c'est l'azote ammoniacal, le NH4. Vous voyez ici, on a 660 mg par litre. Les eaux usées municipales, ça tourne autour de 40. Fait que c'est très différent au niveau de la composition de l'azote. La DBO5, ça peut varier aussi. Fait que c'est vraiment un des aspects importants dans le traitement du Lixivia, ça va être l'enlèvement de l'azote ammoniacal. Je vais vous l'expliquer aussi après. Le règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles, il y a un article dans ce règlement-là qui est l'article 53. Donc, l'exploitant valoriste va devoir se conformer à cet article-là et au minimum respecter les normes que vous voyez dans le tableau. Donc, il y a des valeurs limites et des valeurs moyennes mensuelles. Ce règlement-là tient compte de 7 paramètres. Ce sont les normes. Donc, ils doivent analyser l'eau une fois traitée avant rejet à l'environnement et elle doit respecter les normes que vous voyez ici. Donc, il y a des normes au niveau de l'azote, les coliformes fécaux, il y a des normes au niveau des composés phénoliques, de la DBO5, des matières en suspension. Il y a une norme sur le zinc, qui est un des métaux qu'on pourrait retrouver dans les sites d'enfouissement parfois, et une norme aussi sur le pH. Fait que là, je vous ai parlé aussi dans le brut, tantôt, je vous ai parlé, bon, de la quantité à laquelle on s'attendait d'avoir pour l'azote ammoniacal. Les composés phénoliques, c'est beaucoup associé au bois. Fait que moins on enfouit de bois, moins on a de composés phénoliques. Et le zinc va être associé au fluff automobile. Des fois, dans les sites d'enfouissement, on enfouit les débris ils appellent ça du fluff automobile, là, mais c'est comme c'est ça. Fait que du broyage des composés qui ne peuvent pas recycler dans les voitures. Puis, ça pourrait produire du zinc, mais on n'observe pas toujours ça dans les sites. Fait que ça, ce sont des normes. On va répondre après la présentation. C'est en lien direct avec ça. Non, après. Après, oui. OK. Donc, l'article 53, ce sont des normes. On doit respecter ces normes-là. Maintenant, en parallèle à ça, le ministère, quand on fait la mise à niveau d'un système de traitement d'eau ou qu'on fait un nouveau système de traitement d'eau, on doit demander au ministère des objectifs environnementaux de rejet. C'est quoi ça? Les objectifs environnementaux de rejet, c'est que le ministère va donner une indication sur la qualité attendue des eaux de lixiviation après traitement. Donc, juste avant qu'on la rejette dans le cours d'eau ou le milieu récepteur. Ce sont des objectifs, il y a toute une liste de paramètres avec des concentrations cibles. Et puis, ça ne tient pas du tout compte des contraintes technologiques. Fait que, par exemple, on pourrait demander d'atteindre une concentration très, très faible sur le phosphore, exemple, mais il n'y a aucune technologie qui permettrait ça en ce moment. Mais le ministère tient quand même à fournir ces objectifs-là à l'exploitant pour que au fil des années, il soit capable de dire, bon, ben moi, je vais peut-être apporter une amélioration à mon système, je vais l'exploiter de manière à tendre vers ces objectifs-là.
Les objectifs dépendent, évidemment, sont calculés par le ministère de l'Environnement et dépendent du cours d'eau récepteur. Et dans le cadre de l'étude d'impact, il va y avoir une demande d'OR qui va être transmise au ministère de l'Environnement. Et ces OR-là vont quand même un peu guider la conception du système de traitement, évidemment. Parce que les normes de l'article 53 qu'on vous a présenté, c'est le minimum à respecter. Mais évidemment que les systèmes, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais sont très performants, donc on est capable d'aller en deçà de ces normes-là. C'est un peu l'idée des objectifs des OR. OK, maintenant, on a la filière de traitement du LET existant. Louis, parfait. Ah, ouais, tu veux-tu? OK. Fait que le LET existant possède déjà un système de traitement qui est composé principalement d'un bassin d'accumulation que Annie est en train de montrer, suivi de 3 étangs aérés avec des aérateurs de surface, que vous avez peut-être déjà vu ces technologies-là dans des municipalités. Et puis ensuite, il y a un décanteur au bout du bassin à gauche, un petit décanteur, et ensuite les eaux sont envoyées dans le filtre à tourbe. Fait que c'est le système qui est actuellement en place. Ce sont des bassins avec des géosynthétiques, semblables à ce qu'on retrouve quand on construit des cellules d'enfouissement. Parfait. Oui, c'est ça. Fait que c'est à droite, parce qu'à gauche, c'est le LES. Donc, complètement à droite, là, vous avez le grand bassin d'accumulation des eaux. Ensuite, suivi de 3 étangs aérés. Vous voyez, il y a de la broue un petit peu blanche, donc c'est de l'aération. Pourquoi qu'il y a un bassin d'accumulation? C'est parce que les eaux, on ne les reçoit pas de façon constante durant l'année. Fait qu'à un moment donné, on est dépendant de la variation des précipitations au fil des mois. Fait que ça, on tient ça en compte dans nos calculs aussi, puis on s'assure que le bassin d'accumulation va pouvoir tamponner la quantité d'eau, parce que le système de traitement, un système de traitement, ce sont des systèmes biologiques. On ne peut pas se mettre à traiter 10 mètres cubes une journée puis 300 mètres cubes l'autre jour. Il faut que ce soit quand même assez constant. Puis si on veut augmenter le débit de traitement, il faut le faire tranquillement, parce que on fait le traitement avec des bactéries. Donc, ce sont des êtres vivants aussi. Fait qu'il faut en tenir compte. Le volume d'eau traitée actuellement se déverse dans un fossé qui rejoint un cours d'eau secondaire du ruisseau Bégin. Donc, juste à la sortie de l'enseigne du traitement, il y a un fossé. Puis, ce fossé-là, ça s'en va dans un autre cours d'eau secondaire au ruisseau Bégin. Le système de traitement actuel traite 34 000 m3 par année d'eau. Okay? Et il peut être utilisé seulement 183 jours par année. Je vous explique pourquoi. C'est que, comme je vous ai dit tantôt, il faut faire l'enlèvement de l'azote ammoniacal. Pour faire l'enlèvement de l'azote ammoniacal, il faut faire de la nitrification. Ce sont des bactéries spéciales qui sont déjà contenues dans l'eau. On fournit l'air suffisant, puis le traitement va se faire. Mais pour faire de la nitrification, il faut que l'eau ait atteint, pour que ce soit efficace, il faut que l'eau ait atteint 18 degrés Celsius. Donc, avec des bassins ouverts comme ça, on peut traiter en période au printemps, à l'été et un peu au début de l'automne, mais c'est impossible de traiter puis d'enlever l'azote ammoniacal l'hiver avec le système qui est là en place. Ça va prendre de la chaleur pour pouvoir traiter à l'année. OK, ça c'est donc filière de traitement existante du LET, c'est bon. OK. En parallèle à ça, juste pour vous informer, le lieu d'enfouissement sanitaire, lui, en ce moment, il a son propre système de traitement qui est composé de 2 bassins aérés, d'un bassin d'accumulation, 2 bassins aérés, puis d'un bassin de décantation. Ce système-là, Valoris va continuer de l'utiliser pour traiter les eaux de la plateforme de compostage, mais les eaux qui proviennent du LES vont être captées et envoyées dans le bassin d'accumulation qu'on voit à droite avec les eaux du LET existant et du LET de l'agrandissement. Maintenant,
Comme vous avez vu, là, on a calculé qu'on aurait à peu près besoin de traiter autour de 130 000 m3 par année, puis à l'année. Puis on a un système de traitement actuellement qui traite 34 000 m3 par année. Donc, il va falloir faire une modification aux ouvrages existants pour leur permettre de pouvoir traiter toute cette eau-là et aussi traiter les charges qu'on a calculées, les charges organiques. Donc, l'objectif de la mise à niveau, c'est qu'on souhaite avoir une seule filière de traitement pour le LES, le LET existant et l'agrandissement. Ensuite, Louis, juste revenir à la... Oui, c'est ça. On veut aussi, l'objectif, c'est qu'on veut un système de traitement qui va fonctionner à l'année, parce que traiter 130 000 m3 sur une période de 4 mois, c'est un débit bien trop élevé, puis on ne veut pas ça, ça prendrait des bassins d'accumulation énormes. Puis on ne veut pas ça parce que c'est encore des bassins qui récoltent des eaux de précipitation. Pour optimiser, on veut un système qui va fonctionner à l'année. Et évidemment, on va avoir besoin de chauffer les eaux de lixiviation pour permettre l'enlèvement de l'azote ammoniacal, même en hiver. Donc, nouveaux ouvrages du système de traitement. Donc, ce qui est proposé, c'est d'utiliser au maximum les ouvrages en place et d'ajouter des éléments, donc principalement des bassins compacts, pour faire le traitement biologique puis permettre le chauffage de ces eaux-là. Parce que chauffer des eaux de bassins aérés, c'est presque impossible. Il y a tellement de pertes de chaleur, on ne peut pas faire ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on construit une usine. Donc, on va réutiliser le bassin d'accumulation existant. Il n'y aura pas besoin d'être modifié. Et puis, ensuite, les eaux, on va peut-être utiliser un des 3 bassins aérés comme bassin de préoxydation. Fait que ça, c'est une possibilité. On peut faire ça. Et ensuite, on va retourner les eaux dans le petit carré où c'est marqué « Bâtiment de traitement du lixivia » à droite. Et puis, dans ça, on va pouvoir avoir des bassins avec un traitement biologique. Il y a plusieurs systèmes qui existent et qui ont fait leurs preuves dans les lixivia, qui sont très efficaces. Ça va être jumelé dans ce bâtiment-là, donc il va y avoir des bassins de traitement compacts pour pouvoir les chauffer efficacement. Et ensuite, il va y avoir une étape de décantation pour faire l'enlèvement des matières en suspension de manière efficace. Et ensuite, on va générer un peu de boue, de boue de traitement. On pourra utiliser un autre bassin, un peu plus bas, un autre bassin pour faire l'accumulation des boues, puis éventuellement les déshydrater. Ensuite, pour le lixivia, une fois le lixivia traité, qui aura passé dans l'usine de traitement, il pourra être envoyé là, au même point de rejet que celui qu'il y a actuellement. Le filtre à tourbe ne serait plus utilisé parce que le filtre à tourbe a une durée de vie quand même limitée. Il faut tout changer la tourbe après un certain temps. Il y a aussi une limitation au niveau des charges hydrauliques, du débit qu'on peut envoyer. Donc, il ne sera pas réutilisé. Et le 3e bassin aéré pourrait, quant à lui, servir une protection. Ça pourrait être un bassin d'urgence si jamais on avait besoin d'accumuler un petit peu plus d'eau pour une raison X, Y, Z. Alors, le nouveau système, pas le nouveau, mais la mise à niveau de la filière de traitement existante, ça comprend quoi? J'en ai parlé un petit peu. Mais évidemment, on veut fonctionner à l'année et en continu pour pouvoir traiter tout le débit. Ça va être un système de traitement de plus grande capacité que celui qu'il y a actuellement. Le bassin existant d'accumulation va être conservé. Ça va rester un traitement biologique plus compact avec enlèvement des matières en suspension. Donc, j'ai expliqué ce qu'on ferait avec les bassins aérés existants. Un nouveau bâtiment technique pour abriter les équipements d'aération, parce qu'il va falloir fournir de l'air au bassin aéré. Il va y avoir des surpresseurs. Il va y avoir aussi entreposage de produits requis pour le traitement et pour les systèmes. Il va y avoir un système d'enlèvement des matières en suspension. Puis, comme j'ai dit tantôt, là, les eaux traitées seront envoyées au même point de rejet. Le système de chauffage des eaux de lixiviation va aussi se retrouver dans le bâtiment technique. Il va être composé d'une chaudière qui va pouvoir fonctionner au biogaz et au propane.
d'un échangeur de chaleur, d'un système de transport caloporteur à l'eau chaude, des pompes de recirculation. Et puis, la chaudière, qui va permettre le chauffage des eaux, pourra être alimentée au biogaz généré par le LET ou bien au propane. Donc, en résumé, ça va être nécessaire de faire une mise à niveau du système de traitement des eaux de lixiviation en fonction du calcul de génération du lixivia qu'on a trouvé. Le système va inclure le traitement des eaux du LET existant, de l'agrandissement et du LES. Le système va être de plus grande capacité et va pouvoir fonctionner à l'année. Pour faire ça, il va y avoir ajout d'un système de traitement biologique compact qui va s'intégrer aux installations existantes. Et puis, la performance requise pour le système de traitement va évidemment être influencée par les objectifs environnementaux de rejet qui auront été établis par le ministère de l'Environnement.